c'est qu'on s'attaque aujourd'hui à un monument absolu de la science-fiction et du cyberpunk, notamment Ghost in the Shell. Alors, je vais quand même vous faire un aveu, si vous avez déjà eu l'occasion de lancer cette œuvre et de rester à peu près une vingtaine de minutes à essayer de la regarder, et que vous avez abandonné parce que vous n'avez absolument rien compris du coup au manga ou à l'animé, c'est tout à fait normal, rassurez-vous, c'est même presque un rite de passage en fait, obligé sur cette licence au niveau de Ghost in the Shell. C'est pas forcément simple à appréhender et à comprendre, mais ce soir je vais essayer un petit peu de vous expliquer ce qu'est Ghost in the Shell et pourquoi surtout cette licence est cultissime, et on en reparle justement d'ailleurs parce que il y a une nouvelle version qui arrive sur Amazon Prime depuis le 7 juillet. Donc on va poser dans tous les cas les bases, parce que évidemment, c'est pas si simple à comprendre que ça, et il faut revenir en fait tout simplement aux origines. Et on va retourner notamment en 1989. Vous avez le mangaka qui est Matsume Shiro qui publie le manga original. Donc pour rappel au niveau du pitch, vous êtes dans un futur cyberpunk sous la frontière entre humains et machines est devenue extrêmement floue. Les humains peuvent se doter de corps cybernétiques et surtout de cybercerveaux qui permettent de se connecter directement au réseau. Et dans ce monde, on suit notamment la section 9. En gros, imaginez une espèce d'unité d'élite gouvernementale qui est spécialisée dans la cybercriminalité, le terrorisme et les crimes liés au hacking, y compris le piratage des esprits. Et c'est là un petit peu que Ghost in the Shell devient extrêmement intéressant, parce que derrière l'action, l'œuvre pose une question centrale. Qu'est-ce qui est fait alors, qu'est-ce qui fait que vous êtes vous? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que vous êtes vraiment votre propre personne? Parce qu'il faut savoir que dans Ghost in the Shell, il faut différencier deux notions. Vous avez ce qu'on appelle le shell, donc c'est la shell, le corps, un peu le support physique, qu'il soit biologique ou entièrement artificiel. Et vous avez le ghost, qui est plutôt la conscience, l'esprit, l'identité, ce qui vous définit en tant qu'individu. Et c'est là justement où ça devient troublant, parce que dans l'œuvre, ça ne donne pas une réponse simple. Elle vous questionne vraiment sur l'idée classique selon laquelle le corps et l'esprit seraient totalement séparés. Dans Ghost in the Shell, modifier le corps peut influencer l'esprit et inversement. Si vous vous souvenez tous de ces parties de philosophie au niveau de Descartes, où il pensait effectivement que le corps et l'esprit pouvaient être dissociés, dans Ghost in the Shell, ils essayent un petit peu effectivement de vous questionner de manière un peu plus philosophique à ce niveau-là. Et ça nous amène d'ailleurs à un autre concept philosophique qui est quand même assez connu, qui est le bateau de Thésée. Imaginez un bateau, avec le temps, vous remplacez chaque pièce une par une, à la fin, il ne reste plus rien d'origine. Et justement, est-ce que c'est toujours le même bateau? Et c'est exactement le dilemme justement que vous avez avec le Major Motoko Kusanagi, qui est le personnage principal. Elle possède un corps qui est entièrement cybernétique, et même la nature de ce qui reste d'origine chez elle devient parfois ambiguë selon les versions, et la question c'est évidemment, est-ce qu'elle est encore humaine ou est-ce qu'elle est devenue autre chose? Et c'est là que c'est important de comprendre en fait le point principal au niveau de Ghost in the Shell. C'est pas seulement une œuvre, mais c'est plusieurs interprétations du même univers. Alors là, par rapport aux images que je vous mets du coup au niveau de Ghost in the Shell, je vous diffuse des images qui sont à la fois issues de l'animé de 1995, au niveau de l'anime d'origine de 89, et notamment les extraits que vous avez vus sur la version de 2007, enfin 2017 au niveau du live action, et également aussi la version de de Amazon Prime. Donc faut savoir qu'en gros, il y a un peu trois grandes portes d'entrée historiques. Vous avez le manga de 1989, qui lui est quand même assez dense, qui est très technique, avec beaucoup d'explications et un ton qui est parfois assez surprenant. On va dire que c'est un petit peu la vision brute de Shiro, donc l'auteur principal. Vous avez ensuite le film d'animation de 1995 qui a été réalisé par Mamoru Oshii, qui est beaucoup plus contemplatif, il est plus froid, il est très philosophique. C'est lui d'ailleurs qui a marqué l'Occident et qui a influencé évidemment des œuvres comme Matrix. Clairement, ça vient de là, en fait, Matrix. Et vous avez aussi la série Standalone Complex, qui est à partir de 2022, qui, elle, est beaucoup plus accessible, c'est les images que vous voyez d'ailleurs ici, qui est plus centrée sur les enquêtes, mais toujours assez intelligente, en fait, dans sa conception et au niveau de sa réflexion philosophique. Donc là, on suit vraiment la section 9 par rapport aux différentes enquêtes. Et elle introduit notamment le concept de solitude, qui décrit des phénomènes où les individus imitent un comportement en pensant être unique, créant au final un mouvement collectif sans leader.
Si ça vous rappelle quelque chose avec les réseaux sociaux, c'est tout à fait normal. Ghost in the Shell a toujours été assez précurseur à ce niveau-là. Et à côté de ça, vous avez eu d'autres adaptations comme le film Innocence en 2024. Vous avez le live action que vous voyez ici de 2017, qui lui d'ailleurs au niveau du live action, simplifie quand même assez fortement les thèmes philosophiques pour en faire un film plutôt orienté action. Alors c'est un peu toujours le problème quand vous avez ces films qui sont plutôt des blockbusters et tout au cinéma. D'ailleurs, c'est avec Scarlett Johansson, qui se demeure plutôt pas mal d'ailleurs dans le rôle. Mais la problématique, c'est qu'évidemment, ils cherchent à faire vraiment un film d'action, à aller plutôt, comment dire, parler un peu au grand public. Et la problématique, c'est Ghost in the Shell, ben, c'est aussi une œuvre également philosophique et presque littéralement biblique à certains niveaux de lecture. Donc malheureusement, ça va pas convenir à tout le monde, et de vouloir trop enlever cette âme, en fait, pour y mettre que l'action, c'est perdre un peu l'essence de la SF qui fait parfois et qui nous fait réfléchir. Et aujourd'hui, ce que vous voyez ici, vous avez une nouvelle série animée Ghost in the Shell qui vient d'arriver d'ailleurs sur Prime Video, avec une approche qui est radicalement différente, et elle se rapproche beaucoup plus en fait de l'esprit et du manga original de 1989. Donc on retrouve l'esthétique plutôt rétro-cyberpunk, beaucoup plus colorée, avec des technologies qui apparaissent plus physiques, moins épurées que dans la version moderne. Surtout, vous avez le ton qui change, on est sur quelque chose de plus dynamique, parfois plus léger, avec un petit peu des côtés un peu humoristiques, un peu manga. Vous avez le Major d'ailleurs qui devient plus expressif, plus direct, avec des interactions plus vivantes avec son équipe, notamment Batou, vous l'avez vu à l'instant sur les différentes captures. Et en gros, ce retour marque une identité visuelle assez forte, et ça permet de redynamiser et de remoderniser les thèmes au niveau de Ghost in the Shell, parce que là, on est sur quelque chose de beaucoup plus actuel, où ça fait des notions notamment au niveau de l'intelligence artificielle, de la surveillance, de la place de l'humain face à la machine, tout en revenant aux racines de la licence, et c'est là qu'on comprend évidemment que Ghost in the Shell est vraiment extrêmement actuel, parce qu'aujourd'hui, à la fois avec le transhumanisme, les puces Neuralink, l'intelligence générative et tout ce qui s'ensuit, je pense pas qu'en 1989 ils pensaient à ce genre de choses, mais là, honnêtement, franchement, vous avez littéralement la réalité qui rattrape la fiction. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement actuel par rapport à ça, et que cette licence, je voulais justement vous en parler, parce qu'on est vraiment dans une licence qui met vraiment en avant le côté cyberpunk et transhumanisme, et ce côté très philosophique de la science-fiction, et c'est pour ça qu'elle est vraiment cultissime par rapport à ça. Alors, faut savoir que les épisodes, là, le premier a été diffusé le 7 juillet, hein, vous l'avez sur Prime Video, il y aura une série, je crois à peu près 8 ou 10 épisodes, qui seront diffusés pendant tout l'été, donc c'est une série animée. Alors, au niveau des retours, au niveau de la communauté, alors c'est assez divisé au niveau des fans. Vous en avez une partie des fans qui connaissent particulièrement les mangas et qui ont lu les mangas d'origine de 1989, qui connaissent un petit peu la culture historique qui est au niveau de The Ghost in the Shell, qui eux trouvent que cette version est extrêmement fidèle au manga et au terreau d'origine de 1989. Par contre, vous avez une autre partie de la communauté qui, elle, est plutôt attachée à la version de 1995, qui, elle, d'ailleurs, a vraiment été la version qui a un petit peu explosé et qui a permis de faire connaître un peu la licence en Occident, quoi, aux États-Unis et en Europe. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles ça a inspiré énormément, des films comme Matrix. Et c'est vrai qu'effectivement, la version de 1995 était une certaine interprétation à l'époque de Ghost in the Shell, mais s'éloignait un petit peu du terreau d'origine au niveau du manga. Il y avait certaines visions, certaines interprétations qui étaient vraiment ancrées par rapport au terreau original, mais c'était la façon dont l'auteur avait voulu justement, et le scénariste avait voulu exprimer ce qu'était Ghost in the Shell, parce qu'il faut savoir que le manga de 1989, royalement, ça part dans tous les sens. L'auteur d'origine, il met des notes de partout, il explique le lore dans tous les sens, il va extrêmement loin. Littéralement, il y a presque des passages qui vous expliquent comment concevoir un androïde, comment concevoir un robot, comment ça marche en fait au niveau, par exemple, le fait que la peau réagit et tout. Enfin, c'est littéralement, il a mis plein d'infos à l'intérieur, il en a mis trop, ce qui fait qu'évidemment le réalisateur en 1995, quand il a voulu porter ça, en film, il s'est retrouvé dans une situation à se dire, bah, c'est pas possible, je peux pas tout mettre, quoi. Donc il va falloir que je fasse un choix. Donc il a fait un choix qui a été plus ou moins accepté par la communauté, mais il en a fait un. Et c'est vrai qu'effectivement, ce choix de 1995, on le retrouve pas dans cette nouvelle animation de 2026 qui est sortie du coup sur Amazon Prime.
Mais il faut savoir que dans tous les cas, Ghost in the Shell continue à évoluer, et surtout, il continue à poser et à vous interroger, à poser des questions qui sont encore pertinentes aujourd'hui, depuis sa création. Donc, franchement, honnêtement, si vous voulez voir un anime cyberpunk cultissime qui a posé les bases quasiment de plein d'animes aujourd'hui, foncez, parce que là, vous avez la version de 2026, et je pense que ça peut être une excellente base pour pouvoir vous introduire et vous donner envie, justement, de voir cette licence Ghost in the Shell, du coup. C'est très complexe dans une chose, je me souviens qu'à l'école, on en avait parlé et même vu en film. Ouais, et c'est vrai qu'effectivement, non seulement c'est complexe, mais c'est pas facile à appréhender. Il y a plusieurs niveaux de lecture, en fait. Surtout que Ghost in the Shell, tu vas le voir, même le film de 1995, alors je parle même pas du manga, parce que le manga, faut y se reprendre à 15 fois pour arriver à comprendre quelque chose, hein, tellement que c'est le bordel et ça part dans tous les sens. Mais le truc, c'est que tu vas le voir une première fois, le film, je crois qu'il dure à peu près 80, moins de 100 minutes, je crois, il est pas très très long, hein, celui de 95. La problématique, c'est que tu vas le voir une première fois, surtout qu'en plus, quand t'es gamin, quand t'es ado, très souvent, t'as un premier niveau de lecture et puis tu te prends pas trop la tête. Et après, quand tu regardes ça, en ayant un regard un peu plus adulte, tu te rends compte des différents niveaux de lecture. Tu sais, c'est un peu comme, par exemple, lire ou même regarder Le Seigneur des Anneaux. Entre le moment où tu l'as lu la première fois et le moment où tu vas le lire un peu plus tard, les niveaux de lecture sont pas les mêmes. Mais là, Ghost in the Shell, justement, il y a cette capacité de vraiment vous questionner sur la personne, alors la différence entre le corps et l'esprit, et c'est vrai qu'il y a des notions philosophiques, et littéralement aussi dans le film d'origine, enfin le film de 1995, il y a littéralement deux passages qui sont des passages cités de la Bible. Justement, la différence entre le corps, l'esprit, qu'est-ce qui se détache ou pas du corps et de l'esprit. Donc en fait, tu peux avoir plusieurs niveaux de lecture avec ça, c'est soit tu vas passer complètement à côté, soit tu vas vraiment, ça va te percuter, ça va vraiment t'interroger. Et c'est un peu le problème d'ailleurs avec le live action, c'est qu'ils ont été très très superficiels là-dessus, mais c'est pas nouveau, hein, parce qu'on avait eu également l'occasion de débriefer sur le iRobot avec Will Smith, qui a juste absolument rien à voir avec l'œuvre originale d'Asimov. Quand vous lisez vraiment le cycle des robots d'Isaac Asimov, euh, c'est vraiment comment dire, des cours de narration en fait qui expliquent vraiment les fameuses lois de la robotique. Et quand vous regardez le film avec Will Smith, les lois de la robotique, il les piétine un peu quoi. Alors, je veux bien croire qu'il y a des fois c'est pas facile aussi de porter ça au niveau du grand écran et tout, mais la problématique souvent quand il y a des live action qui sont très généralistes, c'est qu'on part du principe que le public est complètement teuteux et complètement neuneux. Alors surtout on va pas les faire réfléchir. Et si on les fait trop réfléchir et que c'est trop philosophique, ils vont se barrer de la salle et ils vont jamais revenir. Donc on préfère faire un truc cucu comme la praline. Sauf que le problème c'est que dans ce genre de manga, sur ce genre d'anime, tu perds complètement l'essence de ce qu'a voulu faire passer l'auteur, du coup, à ce niveau-là. Je remonte le temps pour répondre le live au début. Bon live à tous. Si tu fais une remontée dans le temps, tu peux revenir aussi maintenant, et là, on est en train de parler de Ghost in the Shell, quoi. Et Asimov, oui, il est exceptionnel, hein, que ça soit... Enfin, t'as comment dire, des auteurs de science-fiction, même par exemple Dune. Dune, t'as plusieurs niveaux de lecture, tu peux le lire en disant, bah tiens, c'est juste les intrigues qui se foutent sur la gueule. C'est quelques luttes de faction, et quand tu vas un petit peu plus loin, tu comprends que c'est des luttes de territoire, c'est un peu une critique du consumérisme, du capitalisme. Pareil pour le Seigneur des Anneaux. Dans le Seigneur des Anneaux, avec le Mordor et notamment toute la partie au niveau des orques, c'est une critique en fait à l'époque du travail dans les mines. Clairement, et la première fois que tu lis le bouquin, que tu vois ça, tu dis non, je m'étais pas rendu compte de ça. Et après, quand tu prends un peu de recul, tu te rends compte effectivement ces différents niveaux de lecture. C'est pour ça que clairement, Ghost in the Shell, si vous avez rien compris la première fois, revoyez l'animé plusieurs fois sur le 1995 pour un peu mieux comprendre et avoir différents niveaux de lecture. Il y a des fois, à chaque revisionnage, vous allez vous rendre compte de certaines choses et certains passages. Bon, après, évidemment, il faut aimer un peu le style et le côté un peu côté cyberpunk, mais si vous êtes très fan de ça et que vous avez par exemple adoré Cyberpunk 2077, là on est littéralement dans une masterclass là-dessus, et vous avez sinon l'anime au niveau standalone complexe, qui lui va un peu plus dans les intrigues et suit un peu plus l'unité d'élite, qui justement traque un peu les cybercriminels là-dessus. Et encore là, je suis passé vraiment de manière assez simpliste sur Ghost in the Shell en général, mais on pourrait littéralement y passer des dizaines d'heures à décrire directement la saga. Et je voulais un petit peu vous introduire cette nouvelle série animée qui arrive depuis ce 7 juillet sur Prime Video. Et comme en plus on n'avait jamais eu l'occasion de parler de Ghost in the Shell sur la chaîne, et ben voilà, c'est fait, au moins on en aura parlé là-dessus.
cette série cultissime. D'ailleurs, la série tirée de son œuvre, la série Fondation, oui, t'as la série, t'as la série Fondation qu'on a parlé plusieurs fois sur Apple TV+, qui elle aussi est quand même assez. Enfin, moi j'avais lu les bouquins, j'ai pas encore vu la série sur Apple TV+. Les bouquins ils sont costauds, hein, faut s'accrocher. Hein, waouh, c'est un peu comme Dune. Et encore, je crois que c'est même Dune est un peu plus rythmé. La série Fondation avec Isaac Asimov et Henry Seldon, là, où tu suis toute la problématique de la psychohistoire. Ouais, moi, je m'en suis arrêté comment dire, au bouquin 2, je crois, où il parle du mulet, là, qui est en train de complètement déglinguer la moitié de la galaxie. Mais c'est assez long, hein, c'est très très politique, ça prend vraiment son temps et tout. C'est pas facile, faut vraiment s'y reprendre à plusieurs fois. La Ghost in the Shell, c'est pareil, hein, c'est vraiment, il y a des fois un moment où vous saturez un peu, faites une pause et revenez un peu plus tard, hein, parce que pour arriver à comprendre les concepts et tout, c'est pas simple du tout.